Bonjour, je suis Théo, bienvenue dans le bal local. C'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Vous êtes un couple bistatut, un ménage mi-salarié, mi-indépendant. Vous êtes donc au cœur de l'incompréhension. L'un travaille à des horaires fixes tandis que l'autre travaille quand il veut, d'où il veut et avec qui il veut. L'un a le droit à une mutuelle tout avantage, le chômage et les congés maladie, tandis que l'autre se pose encore des questions sur son statut. Et oui, vous l'avez compris, choisir entre le salariat et l'indépendance, c'est un peu comme choisir entre son père et sa mère. Il y a du positif comme du négatif dans les deux, et il est impossible de dire lequel on préfère finalement. Et pourtant, c'est tout le défi que relève Inops. Mais ça, nous allons en reparler très vite avec Laurent Lévy, président du groupe Inops et XXE. Psst, par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Bonjour Laurent, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. On va parler ensemble de freelancing, d'entrepreneuriat et des transformations du monde du travail. Pour commencer, quel est votre parcours et que faites-vous chez Inops ? Alors, mon parcours, j'ai passé un peu plus de 20 ans dans des grands groupes internationaux de conseil, de prestations de services, hein, les grands généralistes, comme on les appelle, les Capgemini, les Sopra Steria, les Atos Origine, et ainsi de suite. Alors, principalement dans la construction et le management d'activités à très forte valeur ajoutée et qui avaient plutôt vocation, finalement, à drainer une autre image de l'expertise du numérique auprès de leurs grands clients. Hein, donc dans ce cadre-là, j'ai fondé et managé pendant un certain nombre d'années, je veux dire, des gros centres de cybersécurité et de cyberdéfense européens, et également des grandes activités dites de transformation de grands groupes, c'est-à-dire comment transformer en machine de guerre des grands groupes avant des opérations spécifiques, donc très consulting, très expertise technique ou technologique au niveau des socles, de ce qu'on appelle le système d'information de ces grands groupes. L'idée de fonder Inops, en fait, c'est parti à la base de se dire, finalement, il y a l'expertise dans l'informatique, dans le numérique, a largement évolué ces dernières années. À une époque, on était plutôt, encore une fois, au niveau des grands groupes, sur des compétences très orientées mainframe, des gros systèmes, et finalement qui allaient rechercher des compétences par paquet de 12 auprès de grands groupes généralistes. Et ça a évolué sur des compétences très techniques, très technologiques, qui évoluaient finalement très rapidement, tous les 6 mois, et ainsi de suite, et avec finalement une expertise qu'on retrouvait plus dans des petits acteurs, des startups, des TPE, des PME, qui mettaient toute leur énergie autour d'une technologie, autour d'une expertise particulière. Et donc, finalement, les experts, on allait les trouver chez les petits plutôt que chez les grands acteurs généralistes. Et je me suis dit que finalement, ces petits acteurs qui n'avaient pas nécessairement la capacité de répondre à des grands référencements et des grands positionnements se retrouvaient systématiquement en portage, en sous-traitance de sous-traitance, et finalement en accumulation de marge au détriment de ces petits acteurs qui produisaient. Et je me suis dit, il faut qu'on arrive à les remettre en contact direct, qu'on arrive à les remettre en concurrence directe des grands acteurs du conseil. Hein, et c'est d'ailleurs toute la vocation d'Inops, de rétablir un lien industriel entre des très grands comptes et des tout petits acteurs, d'ailleurs qu'ils soient freelance ou qu'ils soient dans les startups. Voilà. Ok. Donc la volonté finalement de rendre plus accessibles ces expertises qui sont très précises, mais qui sont des fois un peu loin de ces grands groupes et qui sont aussi compliquées à aller chercher. Alors, de les rendre accessibles, mais également, je veux dire, de les connaître. Parce que la grosse difficulté, finalement, pour ces grands comptes, c'est de savoir où elles se trouvent. Donc, il faut avoir la capacité de cartographier le marché, hein, et ça représente quand même plusieurs milliers d'acteurs en France. C'est vrai que la solution la plus simple, c'est de s'adresser, je veux dire, à un grand acteur, à un Accenture ou un IBM, et disant j'ai besoin de telles compétences, vous pouvez vous débrouiller pour la trouver, quoi. Hein, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Finalement, ils vont essayer de la trouver chez des acteurs de référence
et des acteurs d'expertise. Donc le job, et notre job, a été de dire déjà, on cartographie le marché, on identifie tous ces acteurs, on essaye de faire la différence entre des acteurs qui peuvent intervenir chez les grands groupes, voilà, parce qu'ils ont des compétences au niveau de ces systèmes d'information et de la technologie nécessaires dans ces grands groupes, et de ceux qui sont plutôt orientés sur du marché type SMB, ce qu'on appelle du Small et Medium Business. C'est des acteurs un peu différents. Donc on cartographie ça et on met en place tout un tas de processus leur permettant d'accéder directement à ces besoins. Voilà. Alors Inops, en fait, se positionne vis-à-vis des grands groupes comme ce que je pourrais appeler un véritable guichet unique multifournisseur. Guichet unique d'un point de vue administratif, nous signons les grands référencements et les grands accords cadres au profit de ces acteurs, ces petits acteurs, qu'ils soient freelance ou dans les startups. Voilà. Et on porte les engagements qui vont être pris d'un point de vue administratif. Guichet unique d'un point de vue financier, puisque nous sommes sur des modèles totalement industriels avec de l'outillage qui s'interconnecte aux grands outils des grands donneurs d'ordre pour industrialiser des milliers de factures, des milliers de bons de commande et ainsi de suite par an, pour assurer tout le recouvrement, ainsi que la réduction des délais de règlement de ces grands groupes, qui est quand même assez lourd pour ces petits acteurs. Et guichet unique également d'un point de vue opération. Inops ne produit pas, mais juridiquement parlant, nous portons la globalité des responsabilités. Ce qui permet à des grands groupes de s'affranchir du fait qu'on ne connaît pas Hernandez Père et Fils. Voilà, et nous, on les connaît et on intervient en véritable tiers de confiance vis-à-vis de ces grands groupes au profit des petits acteurs qui peuvent rentrer dans ces grands projets. Ok. Voilà une bien belle explication et ça rejoint aussi le positionnement que vous avez. Aujourd'hui, vous définissez comme étant le premier réseau des experts du numérique, avec plus de 70 000 experts travaillant dans les PME, les startups ou en freelance. Alors finalement, vous n'êtes pas qu'une énorme SS2I. Alors, on n'est pas du tout une SS2I en fait. On est, comme je l'expliquais à l'instant, on est là pour... c'est en fait un modèle typiquement de Small Business Act opérationnel, ça veut dire un modèle capable de mettre en dynamique un accès marché à des petits acteurs. Voilà. Alors, contrairement en fait à une grande SS2I, notre job est plutôt un job d'architecte. Comme on construit sa baraque, là, voilà, on s'adresse à un architecte en disant, voilà, j'ai envie de construire ça. Est-ce que vous pouvez me designer quelque chose? Donc, on est là, je veux dire, pour donner d'autres idées, de par notre expertise. On est là pour faire intervenir les meilleurs artisans au niveau de la maison. Je veux les meilleurs, je veux la meilleure qualité et ainsi de suite. On est là pour s'engager sur tous les délais, les coûts, la garantie décennale. Enfin voilà, c'est notre job. On est architecte là-dessus. Et on est là surtout pour essayer de faire quelque chose de différent que font les SS2I et les grands acteurs généralistes, finalement, avec la complémentarité des compétences extrêmement expertes que l'on va chercher à gauche, à droite. Voilà, ça c'est notre job. Contrairement à une SS2I où on est là pour vendre, encore une fois, je veux dire, des bonhommes par pack de 12, ce qui est assez différent. D'accord, donc un positionnement bien différent. Aujourd'hui, ce positionnement, il est appuyé par 6 marques qui sont dans le groupe. Inops 360, Inops, Le Lab, XXE, Yellow Angel et Zip. Alors comment tout cela s'imbrique et aussi quels sont les scopes d'intervention de chacune de ces marques? Alors, pour comprendre, je veux dire, le positionnement de ces marques, je reprends juste ce que tu disais avant, Théo. Effectivement, on est le premier réseau d'expertise du numérique en France avec ses 70 000 experts parce qu'on travaille autour de 2 grands écosystèmes. L'écosystème des startups et des PME, voilà, qui sont des hyper spécialistes, ce qu'on appelle dans le jargon des pure players, voilà, et qui représentent un peu plus de 800 entreprises en France, qui regroupent plus de 40 000 experts autour de 160 domaines de compétences. Donc on est multi-experts par essence même de notre modèle. Voilà. Et depuis quelques années, l'écosystème des freelances dans le numérique, qui regroupe à ce jour 35 000 freelances dans cet environnement du numérique. Et pour ça, on a souhaité travailler avec des équipes, des organisations, des manières finalement d'adresser ces écosystèmes d'une manière différente. Alors, pour la partie freelance,
est née la plateforme digitale XXE qui a vocation, je veux dire, d'animer cette communauté. On ne s'adresse pas de la même manière à des communautés freelance qu'à des pure players. Ça, c'est une première chose. Autour de ça, nous avons souhaité mettre en place des véritables expérimentations qui n'existent pas en France, telles que Yellow Angel, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, qui est une marque aussi, et qu'on a souhaité, je veux dire, avoir une marque toute particulière, parce que c'est quand même un élément d'expérimentation important en France. Et d'une manière générale, les autres marques du groupe Inops, telles que la marque Zip, voilà, qui intervient dans ce qu'on appelle le portage commercial. Voilà, alors un client qui dit voilà, j'ai envie que vous fassiez porter tel prestataire et que vous contrôliez la partie contractuelle, réglementaire et ainsi de suite, vous occupez des factures. Enfin, je passe un peu les détails, mais nous avons souhaité que ce type de portage commercial soit dans un cadre équitable, c'est-à-dire d'une manière totalement transparente, et qu'effectivement notre rôle dans ce portage commercial est une véritable valeur ajoutée, autant pour le client que pour le prestataire qui se fait porter. Voilà. Donc, on a construit un certain nombre de marques qui nous permettent d'avoir une complémentarité dans l'ensemble de l'offre, finalement, au niveau des grands comptes, ce qu'on appelle chez nous, je veux dire, un positionnement à 360. Voilà. On sait sourcer les meilleurs experts, qu'ils soient freelance ou dans les pure players. On sait porter commercialement des entreprises qui n'ont pas d'ailleurs été notre choix, mais qui permettent de gérer la relation multifournisseur. Voilà. Et on sait également adresser les communautés freelance avec des problématiques et des contraintes toutes particulières. Du coup, en ce qui concerne le modèle Inops, on y revient encore une fois. Ce que vous disiez, ce qui est marqué en grande lettre sur votre site internet, c'est que le modèle Inops permet aux grands comptes d'accéder aux meilleurs experts du numérique. Vous nous avez expliqué pourquoi. Mais par contre, cette problématique, comment vous en êtes arrivé à ce constat-là ? En fait, pour la problématique d'aller chercher les meilleurs experts pour un client, c'est que déjà, à la base, en fait, les grands prestataires auxquels ils s'adressaient avaient quand même tendance à repeindre en vert leurs propres compétences. Typiquement, voilà, j'ai un type qui est en intercontrat entre deux missions. Voilà, vous recherchez un expert en base de données quelconque là-dessus. Et ben, vous savez quoi, je vais vous repeindre son CV en vert et ça va devenir le meilleur expert là-dessus. Voilà. Et on était plus dans un cadre, alors je grossis un petit peu le trait, mais c'est quand même la réalité, je veux dire, de la prestation pendant un certain nombre d'années, un peu de vendeur de viande, voilà, et le collaborateur qui allait intervenir se retrouvait chez le client en se disant « Ah bon, je suis expert de base de données ?» Oui, t'inquiète, ça va le faire. Et ça, les clients le savent. Et ils étaient en perdition importante de qualité, finalement, je veux dire, de cette expertise qu'ils recherchaient. Donc, on s'est dit, au niveau d'Inops, il va falloir qu'on construise, finalement, je veux dire, l'identification de ces experts d'une manière un peu différente. Il va falloir qu'on arrive à s'engager en disant, on est sûr de vous trouver le meilleur expert. On s'engage là-dessus. Si effectivement, je veux dire, vous considérez, je veux dire, que c'est pas le bon expert, on s'engage à payer des pénalités et ainsi de suite sur ce qu'on vous a proposé, ce qui est déjà un changement, je veux dire, assez important. Et on a mis en place au sein d'Inops de véritables entités, ce qui sont des centres de services sourcing, voilà, avec des gens qui adressent, alors là du coup, qui sont très spécialisés sur les écosystèmes de type pure player, d'autres sur les écosystèmes de type freelance, et qui font passer en termes de qualification un certain nombre de tests, ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills, pour pouvoir tenir des engagements sur finalement l'identification de l'expertise. Et voilà, si on se plante, écoutez, c'est tant pis pour nous, on assume nos engagements sur ce qu'on vous a proposé. Et on n'est pas là, je veux dire, pour vous repeindre des gens en vert, et on n'est pas là pour vous sortir des mecs qui sont en intercontrat pour essayer de les placer chez vous. Okay. Du coup, on en revient à cette notion de tiers de confiance où vous êtes vraiment l'acteur clé pour pouvoir mieux comprendre à la fois ces experts en local, pouvoir aussi les qualifier le plus précisément possible sur leur domaine d'expertise, sur leurs soft skills et leurs hard skills, comme on vient de le dire. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti!
Si je vous dis grand groupe ou TPE? Bah, pour avoir fait 20 ans, je veux dire, dans les grands groupes, j'aurais tendance à vous dire TPE. Hein, mais parce que déjà, c'est beaucoup plus à taille humaine, parce qu'il y a une autre considération, finalement, je veux dire, des équipes, qu'il y a de plus en plus, mais bon, voilà, on a plutôt tendance à bosser avec des startups, donc c'est un peu, comment dire, implicite chez eux, une véritable intelligence collective qui se met en place. Donc, oui, TPE. Si je vous dis salarié ou freelance? Ah là là, alors là, j'aurais tendance à dire chez Inops, et moi j'y crois énormément, j'aurais tendance à dire demain tous indépendants, donc demain tous freelance. Et finalement, je veux dire, cette notion de soit salarié, soit freelance, pour moi, a tendance à moins exister. Ou en tout cas, j'espère que demain, elle existera moins et qu'on pourra dire je suis salarié et je suis freelance. Voilà, c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Ok. Si je vous dis coworking ou bureau personnel? Alors, perso, j'aime beaucoup le coworking. Voilà. Les bureaux perso, alors ça, vous savez, ça fait complètement partie, je veux dire, des grandes organisations. Voilà, on est directeur de BU, on a 2 fenêtres. On est directeur de division, on a 3 fenêtres. Hein, avec l'assistante qui va bien. Tout ça, c'est terminé. Et d'ailleurs, dans ma propre entreprise, je n'ai pas de bureau. Voilà, je suis avec les équipes. Hein, bon, ce qu'ils n'aiment pas toujours d'ailleurs, parce que bon, voilà, mais c'est complètement coworking. C'est encore une fois dans une démarche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus intelligence collective que ça peut se dégager plutôt que de s'enfermer tout seul dans son bureau. Super. On va donc passer maintenant à la partie 2 de cette interview qui va être un peu plus axée sur le marché du freelancing. Vous qui avez une expérience transversale sur le monde du freelancing, aujourd'hui, comment se porte-t-il? Et notamment en France. Alors, clairement, je veux dire, on est en France. Voilà, on est dans un pays qui est assez conservateur dans ses modèles, dans sa manière de fonctionner, hein, contrairement à des pays anglo-saxons. Donc, pour répondre à ta question, Théo, je dirais qu'il se porte bien. Mais on est encore dans un cadre assez immature. Voilà, on observe une très forte croissance, en tout cas sur certains secteurs, et d'une manière un peu générale d'ailleurs, sur ces statuts de freelance. Voilà. Bon, ça c'est une première chose, c'est une évidence. Tous les indicateurs sont au vert pour une croissance projetée dans les 5 ans à venir, je veux dire, de cette population. Mais la première chose, c'est que les freelances ne sont pas encore suffisamment, je veux dire, considérés par les grands groupes, qui les voyaient, en tout cas jusqu'à présent, et c'est en train de changer ça, comme des compétences en débordement, voire des mercenaires. Donc oui, il n'y avait pas toujours, je veux dire, une bonne vision. Mais encore une fois, c'est en train d'évoluer d'une manière très importante. La pénurie de compétences qu'on peut retrouver en France et en Europe, je veux dire, sur un certain nombre de secteurs, de toute façon, impose de regarder la communauté freelance différemment. Mais il y a encore beaucoup de chemin, déjà en termes de mentalité, pour intégrer correctement, je veux dire, des gens qui ont choisi des statuts particuliers d'entrepreneurs unipersonnels, mais également de reconnaissance d'un point de vue gouvernemental de statut. Hein, on a encore, je veux dire, en France, le statut d'actif salarié ou le statut d'actif non salarié. Voilà. Contrairement à d'autres pays qui ont mis en place des véritables statuts intermédiaires où finalement on reconnaît autant ce positionnement où à un moment donné je suis salarié et à un moment donné je suis freelance. Voilà. Ce qui n'est pas encore le cas en France. Alors comment ils se portent pour répondre à cette question? Ça va, ça porte bien. Voilà. Je pense qu'on a encore quelques années, je veux dire, à bien structurer, je veux dire, ces différents thèmes pour qu'ils se portent super bien, quoi. Ok. Aujourd'hui aussi, au vu de votre expérience, quelles sont les grandes problématiques que vous pouvez voir et observer chez les indépendants? Qu'elles soient d'un point de vue du statut, du fonctionnement? Je dirais les grandes problématiques. Alors déjà, il y a différents types d'indépendants. Hein. Voilà. Il y a les indépendants qui en font un véritable métier, c'est les entrepreneurs. Voilà. Et donc, en général, ils vont se positionner sur l'entreprise unipersonnelle, ils vont gérer ça comme une entreprise, hein, d'un point de vue commercial, administratif, et ainsi de suite. Il y a les indépendants
qui le deviennent un peu finalement par opportunisme. Voilà, j'étais salarié, je suis en transition vers autre chose, je ne sais pas encore, voilà. Et pour l'instant, je suis indépendant parce que voilà, ça m'arrange bien. Et il y a également, je veux dire, tous les jeunes diplômés qui arrivent et qui se posent la question. Moi, ça me fait pas rêver, je veux dire, d'aller bosser chez l'As de Pique, chez Capgemini. J'ai envie de me mettre, soit je crée ma start-up, soit je me mets en tant que freelance. Donc, en fait, les problématiques peuvent être un peu différentes. Hein. Les jeunes qui arrivent ou ceux qui se posent des questions en transition, leur problématique va être de trouver le statut, la meilleure stabilité, et ainsi de suite. Donc, toute la partie portage salarial et tout ça, je veux dire, est une véritable opportunité pour eux. Pour ceux qui sont déjà établis dans leur société unipersonnelle, clairement, ça va être de trouver des missions et de pouvoir faire du commerce en même temps qu'ils travaillent en mission, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'on ne peut pas être difficilement au four et au moulin. Et donc là, il y aura effectivement, je veux dire, une démarche qui sera certainement beaucoup plus forte vers les plateformes de freelancing ou d'intermédiation qui leur permettent plus facilement d'externaliser toute la démarche commerciale. Voilà, et ils sont focalisés sur leur job, sur leur expertise. Ok. En parlant des collectifs d'indépendants, vous avez une fois sur une interview de BFM Business utilisé le terme de pizza team pour définir les collectifs d'indépendants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette appellation ? Ah, j'ai dit ça, moi, BFM. Oui. Ouais, les pizza team, d'ailleurs, on les appelle comme ça dans le cadre des grands contrats cadres ou de référencement. C'est en fait la capacité, plutôt que de faire intervenir des individus, c'est de faire intervenir des groupes complémentaires de freelance autour de projets particuliers. Voilà. Et finalement, parce que très souvent, quand même, il y a une utilisation des freelance dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, de l'assistance technique, de la régie, c'est-à-dire un engagement finalement de moyens. Hein, et on met en place des bonhommes. Voilà, on vend des bonhommes. Voilà, tu as travaillé 20 jours, tu es payé 20 jours. Mais la réalité, en tout cas dans la partie numérique, c'est plutôt des projets avec des engagements de résultats. Et pour pouvoir s'engager sur une conception globale d'un produit, d'une application, de je ne sais quoi derrière, on a besoin de différentes compétences. On a besoin du développeur, on a besoin, je veux dire, de use designer, on a besoin de l'ergonome, on a besoin de tout un tas de choses. Et l'idée des pizza teams, je veux dire, c'est ce côté collectif qui est capable de prendre un projet global, voilà. Hein, et alors pourquoi Pizza Team ? C'est parce que en général, quand on est 5-6 et qu'on monte sa start-up, on est toujours autour d'une table en train de bouffer une pizza, je veux dire, voilà. Et c'est le même principe en fait dans l'idée. Nous arrivons du coup bientôt à la fin de cet échange. Vous aujourd'hui, vous managez et dirigez un groupe tel qu'Inops. Ça doit être un vrai challenge au quotidien. Du coup, quelle musique qui représente votre activité quotidienne aurez-vous envie de partager avec toutes les personnes qui nous écoutent ? C'est Shooting Star. Shooting Star. The Bag Raider. On passe du coup à la dernière partie de cet entretien qui est un peu plus spécialisée sur XXE. Du coup, vous avez il y a quelques années maintenant créé la société XXE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son fonctionnement et ses différences par rapport aux job boards et aux plateformes de mise en relation concurrentes ? Oui, tout à fait. Alors, on avait depuis la création d'Inops il y a 10 ans, on était très orienté sur l'écosystème des pure players, hein, des hyper spécialistes au niveau des startups et des PME. Et il y a quelques années, nous avons souhaité, je veux dire, nous positionner au cœur de la révolution freelancing dans le secteur du numérique. Et pour ça, on a créé des solutions digitales capables
d'animer, de brasser cette communauté la plus large possible en France. Et ça a été la mise en place, je veux dire, de la plateforme XXE. Alors, il y a déjà, à la base, il y avait tout un tas de plateformes qui existaient pour les freelances. Et ces plateformes étaient plutôt dans un schéma dit d'ubérisation, c'est-à-dire d'intermédiation systématique entre les freelances et les entreprises. Voilà. Et finalement, des grosses CV Tech où le client allait faire son choix, je veux dire, du CV, et pour le faire intervenir, le freelance, on payait à la plateforme des markups divers et variés. Et c'était vraiment le mode de fonctionnement d'ubérisation. Avec XXE, nous avons souhaité, je veux dire, travailler différemment et essayer de remettre en contact directement le freelance et le client. Et donc passer plutôt dans des modèles dits de post-ubérisation, où le client a tout à fait la possibilité, je veux dire, de faire ses courses, de faire le choix de ses compétences et ainsi de suite, sans payer aucune intermédiation à la plateforme. Alors, pourquoi on a fait ce choix-là ? On l'a fait parce qu'on croit beaucoup à ce qui est un concept pour certains, qui est une réalité pour nous, et en tout cas, je veux dire, c'est venu les startups il y a quelques années, c'est ce concept d'entreprise étendue. La capacité, je veux dire, de travailler avec un collectif hybride entre les salariés et des externes, très souvent des freelances, et finalement de nourrir un autre type de relation que simplement client-fournisseur avec des compétences externes. Et on s'est dit qu'il fallait essayer de dynamiser ce type de relation, et pour ça, on a souhaité plutôt avoir des relations directes entre les clients et les freelances, plutôt que de systématiquement jouer l'intermédiaire. On le joue quand le client le souhaite. Voilà. D'accord. Dernière question, vous avez aussi lancé un service annexe à XXE qui est nommé Yellow Angels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement et son utilité complémentaire ? Alors oui, Yellow Angels, j'aimais bien ce nom-là. C'était alors le service Yellow Angel est en fait un service très expérimental en France où en fait, alors il a deux objectifs. De pouvoir à un moment donné solliciter une expertise qui est vraiment très importante, très pointue et donc de toute façon pas disponible. Voilà, évidemment. Évidemment extrêmement cher, quand même, voilà, et qui en général, cette expertise fait le choix de ses batailles et pas nécessairement la vôtre. Voilà. Donc on a souhaité essayer de la rendre accessible en proposant finalement une prestation à la minute. Voilà. J'ai besoin du super expert machin, mais j'en ai pas besoin pendant 2-3 jours et tout le machin, et de toute façon j'aurais même pas les moyens de le payer. Pour certaines entreprises, j'ai besoin de lui pendant 3 quarts d'heure, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Voilà. Et cet expert qui, de toute façon, est en mission et est en train de travailler à côté, machin, tout ce qui peut me libérer comme temps, ça va être éventuellement 1 demi-heure, 1 heure pour adresser mon problème. Voilà. Donc Yellow Angel, c'est à la base pour pouvoir accéder plus facilement à certains types d'expertise, donc prestation à la minute, facturation à la minute, et ainsi de suite. Et permettre finalement aussi à des freelances qui, très souvent, voilà, ils sont plutôt en démarche d'avant-vente. Alors ouais, j'aimerais bien que tu me montres un petit peu ce que tu es capable de faire et tout le machin, et c'est que de l'avant-vente gratuite. Voilà. Là, ils ont la possibilité, je veux dire, de faire payer cette avant-vente en disant, écoute, moi je veux bien te montrer, je veux bien t'expliquer, mais cette partie-là, c'est un vrai job. Voilà, j'en ai pour 1 demi-heure à te montrer ça, tu vas payer la demi-heure derrière. Mais le concept, en fait, va un petit peu plus loin que ça, puisque au travers de Yellow Angel, on imagine que cette notion de demain tous indépendants, qu'un salarié d'une entreprise, voilà, les salariés de mon entreprise ont des compétences qui ne m'appartiennent pas. Ce sont leurs compétences. Je les utilise à un moment donné dans des cadres de contrat, CDI et ainsi de suite. Mais ces salariés ont tout à fait la possibilité, je veux dire, entre midi et 2 ou le soir quand ils rentrent chez eux, de vendre cette expertise dans un cadre de prestation à la minute. Alors, du moment, bien entendu, je veux dire qu'on respecte les engagements de confidentialité, de non-concurrence et tout ça propre au contrat de travail. Donc, c'est cette notion-là, entre autres aussi, qu'on a souhaité pouvoir ouvrir avec ces nouveaux services Yellow Angel, qui sont uniques en France à ce jour, pour la prestation à la minute.
Donc, qui dit freelance dit souvent liberté, autonomie, métier de passion, mais la réalité est souvent bien loin de cet idéal. Le statut d'indépendant est aussi synonyme de protection sociale limitée, d'activité fluctuante et d'une incontestable lourdeur administrative. Est-ce que tu as des conseils à nous livrer pour pouvoir s'épanouir en tant qu'indépendant ? Des conseils. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. À l'heure actuelle, c'est encore bien le problème, je veux dire, de ce statut dit intermédiaire qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et c'est vrai enfin, faut être réaliste. Hein. Quand on est salarié à un moment donné, qu'on bascule freelance pendant quelques années, qu'on revient salarié par la suite, c'est pas. Alors, on s'en aperçoit pas tout de suite, mais c'est pas nécessairement, je veux dire, dans l'avantage pour tout ce qui est point de retraite, pour la suite et tout ça. D'autant plus que quand on est freelance, on va chercher un appartement, on va prendre un crédit, hein, on connaît le problème. Donc ce statut d'intermédiaire est, me semble-t-il, de toute façon, je veux dire, la voie obligée dans très peu de temps et que le gouvernement, je veux dire, devra mettre en place. Voilà. Mais en termes de conseils, alors d'une manière très simple et basique, hein, soit on se sent l'âme d'entrepreneur. Voilà, et on crée son entreprise qui est unipersonnelle et qui demain pourra peut-être accueillir d'autres personnes d'ailleurs, mais avant tout, je veux dire, est unipersonnelle. Voilà, et comme tout entrepreneur, on relève les manches et on apprend aussi le métier de ça. Soit on se dit, moi je veux être freelance parce que j'ai une expertise, mais alors je ne vais pas m'emmerder avec toutes ces histoires d'entrepreneur. Et on prend directement le statut de portage salarial parce que au moins on est sécurisé là-dessus. On peut faire son job, on peut éventuellement être mieux payé ou en tout cas faire le choix de ses batailles, voilà, sans avoir éventuellement les contraintes de cette notion d'entrepreneur. Ok. Du coup, est-ce que tu as des références, des livres ou des études que tu voudrais partager avec tous nos auditeurs ? Je vais partager tout ce qu'on a écrit, nous, voilà, qui est juste génial. C'est tout ce qui est livre blanc sur l'entreprise étendue, par exemple. On avait créé également, je veux dire, un autre livre blanc sur demain tous indépendants, alors autour de la notion, je veux dire, de Yves Angel que je t'ai dit tout à l'heure. Mais il y a également, je veux dire, un livre blanc qui est assez intéressant. Alors que j'invite tes auditeurs, je veux dire, à télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Pas de piège. Non, il n'y a pas de piège. Sur tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, voilà, en termes des organisations d'achat, des métiers, de justement, je veux dire, de l'évolution de ces statuts freelance et ainsi de suite. Donc, on a essayé de faire un récap de ce qui s'est passé depuis 10 ans et une projection de ce qui va se passer dans les 10 ans. Voilà. Et là, c'est un grand délire. Hein, c'est vraiment pas ça. Sacré challenge. Ouais, non. Et en plus de ça, on n'est pas du tout resté, je veux dire, sur des trucs classiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je veux dire, des paris importants qui déménagent vraiment, quoi. Et voilà. Donc ça, on le retrouve sur cette littérature sur le site inops.fr, hein, qui vous pouvez télécharger très librement ces livres blancs. Ok. Du coup, merci Laurent d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal local et du coup, on te dit à très bientôt. Ouais, merci Théo. Au revoir.